同时将同各国人民一道，积极推动构建人类命运共同体，不断为人类和平与发展的崇高事业做出新的、更大的贡献。Attention, avant de commencer, je tiens à signaler une chose. C'est très difficile de parler de géopolitique en restant parfaitement objectif. Donc ce sera à vous de faire la distinction entre deux choses. 1. Les faits. Par exemple, la Chine a une démographie de près de 1,4 milliard d'habitants. 2. Mon avis personnel. Par exemple, Xi Jinping est l'homme vivant le plus puissant de cette planète. Restez attentifs car le sujet d'aujourd'hui restera d'actualité pour les 30 prochaines années. La question est la suivante. D'ici 2049, comment la Chine tentera-t-elle de prendre le contrôle de cette planète ? Tout d'abord, afin de bien situer le débat, il faut comprendre ce que j'entends par contrôle. Le contrôle n'est pas forcément quelque chose de visible, mais il est toujours possible d'en observer les conséquences. Ce contrôle est en relation directe avec la puissance d'une nation, et les critères de définition de puissance varient selon les siècles. Mais communément, on divise la puissance d'une nation en deux types de pouvoir. Le hard power, c'est l'influence gagnée par sa force militaire ou économique, par exemple l'utilisation des 2 bombes au Japon ou encore les sanctions économiques en Iran. Et le soft power, c'est l'influence gagnée par la culture, les valeurs politiques ou les engagements d'un pays, par exemple la société de consommation en conséquence de l'hégémonie américaine ou la notion de rêve américain vendue par le cinéma à la suite du plan Marshall. Au XXIe siècle, un pays qui a la maîtrise de ces deux sujets peut espérer s'imposer sur le monde. Mais pour s'imposer dans ce monde maintenant globalisé, il faut asseoir son pouvoir sur les 6 continents. Et ça, c'est ni facile, ni naturel. Je vais soulever des opérations chinoises au travers de notre planète pour que vous puissiez sentir la redondance de chacune de ces tactiques, et ainsi, vous aurez une vision globale de leur stratégie. Bien sûr, la première étape pour s'imposer au reste du monde, c'est d'imposer sa suprématie sur son propre continent. De manière générale, vous verrez dans cette vidéo que l'enjeu géopolitique principal de la Chine est la sécurisation de ses routes commerciales. Avec les pays du monde arabe, l'Inde, la Russie et le Japon, la compétition géopolitique au global sur ce continent est très complexe. Mais lorsqu'il s'agit du cœur de la stratégie de la Chine en Asie, on peut la résumer à 2 zones capitales à maîtriser. Ces routes terrestres vers l'Europe en Asie de l'Ouest, que nous verrons plus tard dans la vidéo, et ici, au sud de la mer de Chine, pour ses échanges maritimes. La Chine avance pas à pas, mais chacun de ses pas peut provoquer un conflit. L'enjeu principal du sud de la mer de Chine est la navigation, mais il y a aussi les ressources naturelles et le positionnement militaire. Sur cette zone, les obstacles potentiels sont le Vietnam, la Malaisie, Brunei, les Philippines et Taïwan. Cette zone présente 2 grandes ressources stratégiques, des hydrocarbures et du poisson. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la mer de Chine est équitablement répartie entre ces différents pays côtiers. Mais en 2009, la Malaisie et le Vietnam demandent une extension de leur plateau continental. Afin de couper l'herbe sous le pied à toute prétention, la Chine donne à l'ONU sa propre version et vision de cette mer. Elle proclame que 80% de la mer de Chine lui appartient. Rien que ça. 9 traits sur une carte suffisent à définir leur territoire maritime dans la région. Oui, c'est flou. Mais en géopolitique, quand c'est pas clair, c'est le plus fort qui éclaircit la situation. Dans cette zone maritime, 50% des frettes mondiaux y passent pour délivrer des marchandises. Le tout pour une valeur de 5 000 milliards de dollars par an. De plus, 85% du trafic d'hydrocarbures mondial passe par cette mer. Quand on parle de pétrole en géopolitique, on n'en parle pas pour rien. Les hydrocarbures sur cette planète sont aujourd'hui capitaux pour 2 grandes raisons. Faire tourner son économie et pouvoir tenir des logistiques de guerre prolongées. Au niveau de la pêche, au sein de cette zone, en 2015, la Chine a de plus annoncé que la pêche ne serait possible que sous son autorisation. A noter que la Chine est le premier importateur mondial de poissons, tandis que le Vietnam est le premier pêcheur de la région. Pour asseoir sa position, la Chine remplit au maximum les îlots de la mer de Chine pour 2 raisons. Installer des bases militaires et tenter de transformer ces îlots en îles face à la communauté internationale. Et ce, afin d'en exploiter légalement les eaux jusqu'à près de 300 km à leur large. D'un point de vue militaire, personne n'oserait entrer en guerre contre la Chine dans cette région. Mais les États-Unis y possèdent des bases et beaucoup d'alliés, notamment au Japon et sur des îles à l'est de l'Asie. Au-delà des îlots qu'elle s'accapare, la Chine réussit aussi à exploiter des portions de territoire chez les autres. Préparez-vous, bienvenue au cœur d'un classique de la stratégie chinoise, exemple avec le Sri Lanka.
Première étape, racontez à la cible que vous êtes un mec bien, que vous êtes là pour aider, puis allez lui prêter votre argent pour financer un projet qui vous intéresse et qui intéresse aussi la cible. La Chine prêta 300 puis 750 millions de dollars à partir de 2010 pour la construction d'un port. Une seule condition à cette époque, le port doit être construit par des sociétés chinoises. Deuxième étape, attendre patiemment que la dette contamine la cible afin qu'elle ne puisse plus rembourser. Troisième étape, forcer la main de la cible pour obtenir l'exploitation de la dite infrastructure pour 99 ans. Félicitations, vous venez d'obtenir un port maritime tout neuf, construit par vos sociétés sur le territoire d'un autre. Car après tout, 99 ans is as good as forever. Et si vous vous demandez d'où peut bien provenir une telle idée, sachez que c'est ce que la couronne britannique a fait subir à la Chine en 1898 à la suite de la guerre de l'opium en lui prenant Hong Kong pour 99 ans. Passons à l'Europe. Ici, deux voies de domination majeures sont déjà en cours d'exécution. 1. Le contrôle partagé de quelques-uns des plus gros ports d'Europe. Pour tous les Français qui m'écoutent, oui, ça a déjà commencé. En ce qui concerne le port du Havre, le port de Saint-Nazaire vers Nantes et le port de Marseille, qui sont principalement détenus par des capitaux chinois et français. Ici en rouge, tous les ports où les deux plus grosses sociétés portuaires de Chine font partie des actionnaires. En 2018, la Chine possédait près d'un dixième des capacités portuaires européennes, avec des rachats de ports en Espagne, en Italie, en Grèce et en Belgique, juste sur les 3 dernières années. Puis en 2, la coopération de la Chine avec les pays d'Europe centrale et orientale. Pour ce second point, la Chine a toujours eu un incroyable talent. Celui de rassembler des plus petits États autour d'une table et discuter de tous les avantages qu'ils ont à travailler ensemble. La collaboration 16+1 en est l'exemple parfait. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Serbie, la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Voilà. Ça fait 16, puis plus 1, la Chine. Depuis 2012, ces 17 pays discutent de leurs intérêts commerciaux communs. La Chine permet à ces pays de mieux lutter contre la mondialisation sauvage. En échange, les pays concernés sécurisent le libre-échange chinois au sein de leurs frontières et offrent une quasi-procuration à la Chine pour tous les votes de sommets internationaux dont ils prennent part. En conséquence, dans l'aide au développement de ces pays, la Chine gagne en pouvoir politique. La Chine a besoin du pouvoir politique de l'Europe pour 2 grandes raisons. 1. Gagner son combat pour la mer de Chine, vu dans la partie précédente. Mais aussi pour l'obtention du SEM, statut économique de marché, délivré par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En 2 mots, ce statut serait une arme contre les politiques d'antidumping des États importateurs face aux exportations chinoises, assurant en conséquence de plus grosses marges pour l'économie chinoise sur chacune de ses ventes à l'étranger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque votre balance commerciale est grandement négative, vous ne pouvez pas résister au chant des sirènes chinoises. Les avantages en termes de développement sont bien trop conséquents. Petite parenthèse historique, la République populaire de Chine, ou la Chine, pour faire simple, a déjà profité en 1971 de l'influence politique des pays africains pour gagner un vote leur permettant de siéger au Conseil de l'ONU, en éliminant ainsi la République de Chine, dixit Taïwan, eux soutenus par les États-Unis. Pour anecdote, nous les Français avons aussi utilisé cette tactique une dizaine d'années plus tôt pour esquiver les sanctions de l'ONU vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Mais revenons à notre époque. En Afrique, depuis 25 ans, des investissements et échanges commerciaux colossaux sont observés sur le continent. La Chine a bel et bien l'intention de construire l'Afrique de demain d'un point de vue infrastructure, à l'image, encore une fois, des Français en Algérie, au milieu du XXe siècle. De plus, elle cherche aussi à fournir toute l'Afrique en biens à bon prix, et ce afin de créer du profit sur le dos de la voie de développement de ces pays. Pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, sur cette période, les échanges commerciaux sont passés de 3 à 143 milliards, soit près de 50 fois plus qu'il y a 25 ans. Sur les 54 pays existants en Afrique, la Chine en 2016 est le premier partenaire commercial de 23 d'entre eux, contre 1 en 96, ou autrement dit, première sur 40% du territoire. Fibre optique, autoroutes, stades, hôpitaux. À coups de dizaines de millions par-ci par-là, la Chine veut construire une Afrique modernisée. Les pays principalement concernés sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République du Congo, l'Algérie, l'Angola, le Soudan et le Kenya. Je vous laisse deviner dans les commentaires ce que tous ces pays ont en commun, et vous verrez sans surprise que ces positions ne sont pas choisies au hasard. Djibouti est aussi une zone très intéressante à étudier. Ce pays s'est spécialisé dans l'accueil de bases militaires de pays développés. Ce genre de stratégie.
Avec près de 4 millions de barils de pétrole brut à faire passer chaque jour, c'est l'un des couloirs de navigation les plus fréquentés au monde, et donc une zone très stratégique en cas de Troisième Guerre mondiale. La Chine avait promis de ne jamais s'étendre militairement en dehors de l'Asie. Eh bien, depuis 2017, c'est maintenant chose faite. Elle a ajouté sa petite base militaire à Djibouti, rejoignant ainsi les grandes puissances, que sont les USA, la France, l'Italie, le Japon et probablement bientôt l'Inde. Mais développement économique, influence politique et défense ne sont pas les seuls enjeux. Comme toujours en Afrique, la richesse à aller chercher, c'est avant tout les matières premières. 70% des exportations vers la Chine proviennent du pétrole, 15% des ressources minières. Le pétrole peut toujours se trouver ailleurs, mais l'une des grandes ressources stratégiques du XXIe siècle sur ce continent, c'est la terre rare, soit les 17 éléments colorés ici dans le tableau périodique de Mendeleïev. Ces métaux sont indispensables à la production d'appareils électroniques de masse. La Chine possède entre 30 et 40% des réserves mondiales, là où les USA en ont qu'un à 2%. De plus, en 2018, sur le marché des terres rares, la Chine représentait 70% de la production mondiale. La Chine en est par ailleurs le principal fournisseur terrestre. Dans le futur, vous pourriez vous passer de la Chine et négocier ces métaux avec l'Afrique. Mais si la Chine prend la main mise sur ces mannes, il ne sera quasiment plus possible de produire d'appareils électroniques à grande échelle sans devoir se fournir auprès d'un Chinois. C'est l'archétype même de ce que l'on appelle une ressource stratégique. Océanie. Lorsqu'on parle de l'Océanie en termes d'influence, on parle en réalité de l'Australie. Vous vous souvenez du 143 milliards d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ? Ici, on parle de 160 milliards, devant les USA et le Japon, tous deux autour de 60. L'Australie est au cœur d'une problématique grandissante qui consiste à devoir choisir entre l'un des futurs grands blocs de ce monde, la Chine et les USA. Jusqu'à présent, l'Australie est principalement un allié des États-Unis, en tout cas d'un point de vue militaire. Les USA sont censés défendre l'Australie en cas de problème. La force de la relation américaine avec l'Australie, c'est la proximité de leur culture et leur alliance militaire. De l'autre côté, la force de la relation Chine-Australie et leur proximité géographique ainsi qu'économique, avec environ un tiers des exports australiens en direction de la Chine. Mais la montée en puissance de la Chine en Asie et en Océanie provoque un remaniement des cartes militaires. Si bien qu'à mesure que la présence militaire des USA diminue dans cette région, celle de la Chine ne fait que s'accroître. Le gouvernement australien est pleinement conscient que les chances d'un débarquement de forces alliées en cas de conflit devient de plus en plus faible. La relation entre la Chine et l'Australie est complexe. L'Australie a fait l'erreur, entre guillemets, de considérer la situation tibétaine comme inquiétante, mais elle a surtout banni Huawei de ses projets de 5G chinoise. En cela, il est difficile de ne pas y voir un repli vers la diplomatie américaine dans la grande guerre commerciale de ces deux blocs. En conséquence, la Chine, en 2019, a banni les exports de charbon australien vers son pays sur un seul et unique port australien, à savoir que le charbon est l'une des ressources à l'export les plus importantes de ce pays. Ce type de stratégie d'avertissement par sanctions économiques est très ancré dans les nouvelles traditions diplomatiques chinoises et américaines. C'est clairement pas la dernière fois qu'on observera ce type de stratagème dans les 30 prochaines années, que cela vienne d'un bloc ou l'autre. Amérique latine. La relation est récente. En 20 ans, le montant du commerce entre ces deux régions a été multiplié par 20. La Chine est d'ores et déjà premier partenaire commercial de l'Argentine, la Bolivie, le Brésil et l'Uruguay, puis seconde chez les autres. Par exemple, 90% de l'export de cerises chiliennes est acheté par la Chine, parce que les Chinois aiment le rouge. Avec ce continent, c'est plus de 250 milliards qui sont échangés chaque année. Pour bien comprendre cette relation récente, il faut comprendre le projet de l'Amérique latine. La plus grosse problématique du continent est son rapport à la valeur ajoutée dans le commerce. En effet, ce continent exporte principalement des matières premières comme le minerai et la nourriture, mais très peu de produits à haute valeur ajoutée. La Chine a mis en place 2 initiatives sur le continent. Depuis 2014, le Forum sur la coopération Chine-CELAC, communauté d'États latino-américains et caraïbes. Ce forum, comprenant aussi le Mexique, permet à la Chine d'apposer une influence sur l'innovation, l'agriculture et la politique du continent. Deuxième initiative, la Chine met très largement en avant les rapports sud-sud avec les pays latino-américains, en tant que première puissance dominante du sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. L'une des idées, par exemple, étant de créer un système bancaire et financier alternatif aux marchés financiers occidentaux et ainsi toujours réduire l'hégémonie américaine qui commence à énerver les 2 tiers de cette planète. La Chine est aux 4 côtés du SWOT de l'Amérique latine. Elle a besoin de la Chine pour son apport en technologie, par exemple dans le domaine du solaire.
Il désire la connaissance et les fonds chinois en voyant cette nouvelle relation à la fois comme une opportunité, mais aussi comme une menace. En effet, il est toujours agréable de voir des milliards fraîchement taxables entrer dans son pays, mais il est moins agréable, juste après avoir augmenté son niveau de vie et ses coûts, de devoir replonger dans le déficit en cas de menaces et abus de relations commerciales en provenance de la Chine. Pour le faire comprendre autrement, imaginez-vous donner 10 000 $ par mois et à vie à quelqu'un, mais qu'au bout de 3-4 ans, vous stoppez les virements d'un coup sans prévenir. La plupart ne pourraient plus soutenir le rythme de vie auquel vous les avez laissés s'habituer. Dans votre élan de bonté, vous venez de développer une arme contre la cible. Dixit, les exports de charbon australien vus dans la partie précédente. Vu d'Afrique et d'Amérique latine, ça risque d'être le même type de combat. Tous les dirigeants politiques comprennent bien que dans tous ces partenariats gagnant-gagnant, désobéir à la Chine à l'avenir pourrait coûter très cher d'un point de vue économique et social. Retrouvons-nous plus au nord. Vous vous en doutez, quand je parle de l'Amérique du Nord, je parle ici des États-Unis d'Amérique. Et vous vous en doutiez aussi, le sujet brûlant de l'ère Trump-Xi Jinping, c'est la guerre commerciale. Il est vrai que Trump aime rappeler que depuis le début de cette guerre, la croissance chinoise ralentit. On peut ajouter dans ce sens que les exports vers les USA ont diminué de 8% par rapport à l'année dernière. Mais il convient alors d'ajouter que les exports des USA vers la Chine, eux, ont perdu 31%. Le Parti communiste chinois a beaucoup plus de mainmise sur la Chine que le gouvernement américain en a sur l'Amérique. C'est pourquoi lorsque Trump décide d'augmenter les taxes sur les importations chinoises, il est facile pour Xi Jinping de faire dévaluer sa monnaie et ainsi neutraliser la hausse des prix finaux de vente. Ce serait bien plus difficile pour Trump dans la situation contraire. La Chine est en réalité que peu touchée par cette guerre commerciale d'un point de vue de son PIB. Mais ce qui inquiète le parti, c'est bien l'utilisation par Trump de l'influence américaine en tant que première puissance mondiale pour couper toute association avec les fournisseurs et gros clients chinois, chamboulant ainsi les plus grosses lignes de production chinoises. Si je vous dis que l'Europe hésite, le Japon et l'Australie reculent, et les Américains ne veulent même pas en entendre parler. Oui, on parle bien de Huawei et de sa proposition d'infrastructure 5G. La 5G pourrait être le sujet d'une autre vidéo à elle toute seule, mais il faut vraiment bien comprendre que ça coûte très cher à installer, puis à maintenir, mais que ça peut rapporter très gros en matière de développement. Industrie 4.0, parc automobile autonome, smart city, monde du tout cloud, objets connectés, big data. Le potentiel de la 5G est énorme en termes de retombées économiques, d'emploi et d'augmentation du niveau de vie. L'offre chinoise est difficile à refuser. La Chine dit « On vous permet d'accéder à l'un des outils de développement économique les plus puissants de la prochaine décennie et pour pas cher. En échange, vous nous laissez poser notre matériel sur l'ensemble de votre territoire. » Les USA et la Chine espèrent couvrir à eux deux 40% de la planète d'ici 2024. Si vous avez déjà entendu parler des backdoors de la NSA auprès de Facebook, Google et compagnie, sachez qu'on parle ici du même problème. Comme à leur habitude, les Américains diabolisent l'adversaire avant d'attaquer. Mais pour une fois, il faut admettre que la menace est réelle. L'idée n'est pas de savoir si nous pouvons leur faire confiance ou pas. La réponse est non. Personne n'est assez bête pour faire confiance aux États-Unis ou à la Chine quand il s'agit de confidentialité des données dans les deux cas. Jamais les Américains accepteront une infrastructure de réseau chinoise sur leur territoire et vice-versa. Les USA représentent entre 40 et 50% du budget militaire mondial, contre seulement 7 à 10% pour la Chine. Mais la Chine compte près de 2,2 millions de soldats, contre 1,5 aux USA. Il ne fait aucun doute que la puissance militaire des USA est actuellement bien supérieure à celle de la Chine. Mais l'écart se resserre. La guerre froide de la fin du XXe siècle est terminée. Elle avait pour épée de Damoclès le nucléaire. Mais le monde a changé depuis. Il s'est mondialisé et une guerre coûte généralement plus cher qu'elle ne rapporte. En effet, la guerre, au XXIe siècle, c'est rarement rentable. Les États-Unis ont su prouver au monde qu'il était largement plus rentable de dominer une planète par la finance et l'économie, tout en bien sûr protégeant ses intérêts à coups d'alliances, d'influences politiques et de bases militaires. Et il faut remarquer que jusqu'à présent, ça marche très bien. Pour conclure, la Chine a subi l'ère du colonialisme type Royaume-Uni, puis du capitalisme sauvage type États-Unis, dont elle a su se relever. La Chine déclare dans ses discours officiels avoir subi une humiliation de plus d'1 siècle par les Occidentaux. Elle a la ferme intention de plus jamais avoir à subir ce qu'elle a dû vivre au XIXe et XXe siècle. Diviser pour mieux régner, c'est la base de cette grande stratégie chinoise que je résumerai en 5 phases.
Durant la première phase, l'idée est d'utiliser le capitalisme outrancier de nos sociétés pour prendre des parts dans toutes les infrastructures nécessaires à l'import-export et donc au commerce de biens dans son ensemble, tout en prêtant un maximum de liquidités en endettant les autres pays afin d'être le plus gros créancier de la planète. Dans un second temps, utiliser ses positions économiques et financières pour gagner un pouvoir politique auprès des gouvernements, puis des organisations internationales en général. Dans un troisième temps, utiliser son pouvoir politique pour prendre le contrôle du commerce mondial. Et dans un quatrième temps, utiliser tous ses gains pour développer et déployer au maximum sa puissance militaire, à l'image des États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle. Et enfin, a priori à partir de 2049, utiliser son économie, son pouvoir politique et son positionnement militaire pour imposer son hégémonie et sa vision de la paix face au reste du monde. Si dans les 30 prochaines années la Chine dispose bien ses pions, personne ne pourra s'opposer à elle. En effet, nos démocraties s'effritent devant l'essor des sociétés privées qui, elles, n'ont aucune velléité à défendre autre chose que des intérêts économiques. Entre la soumission pacifique d'un côté et le conflit anti-économique de l'autre, la course au contrôle de notre planète se jouera principalement à coup de négociations politiques et commerciales. Et si j'ai appris une chose durant cette enquête, c'est la suivante. La Chine sait parfaitement négocier. Merci à tous.